Nous abordons aujourd'hui un sujet qui nous ramène à des préoccupations de la chaire qui sont plus stratégiques, géostratégiques, mais délocalisées et pas concentrées comme une partie des conférences de cette année sur les problématiques moyen-orientales et concentrées autour des théâtres de crise. On aborde la question de l'espace à travers cette première conférence, et vous le savez, la fois prochaine, j'aurai un mini-colloque conclusif qui sera aussi consacré à l'espace, mais avec plusieurs débatteurs. L'espace, évidemment, a pris au plan civil toute une série de dimensions, d'applications nouvelles. Je crois que depuis 1957, on a lancé pas moins de 7000 satellites dans l'espace et 1000, peut-être 1000, c'est ça, sont encore aujourd'hui actifs, ce qui pose à la fois des problèmes sur les interconnexions, sur la sécurité de ces interconnexions, mais aussi sur la dimension géostratégique de l'espace, sa possible militarisation auquel on résiste, en dépit d'accords internationaux qui sont intervenus très tôt, mais à un moment où justement cette dimension était encore balbutiante. Je pense au traité de l'espace de 1967. Alors nous sommes très heureux d'accueillir Ram Jakou, professeur agrégé de droit à l'université McGill au Canada, qui est un grand spécialiste de ces questions. Il dirige notamment le cercle de recherche du droit aérien et spatial à cette université. Il a occupé différentes fonctions, exercé aussi des fonctions au tribunal canadien des droits de la personne et à la Cour permanente d'arbitrage de l'Haye. C'est un spécialiste du droit spatial et de ses applications qui a publié de très très nombreuses contributions et ouvrages dans ce domaine, et il a décidé aujourd'hui de centrer principalement son intervention sur la problématique des normes juridiques et des guerres dans l'espace, au fond à un moment où ce sont plutôt des gens comme lui, des experts, des professeurs, des savants qui réfléchissent à la manière d'organiser, de donner un cadre réglementaire international à cette problématique, alors que les États sont plutôt très prudents, sans doute parce qu'ils ne veulent pas avoir les mains trop liées dans ce domaine. Mais évidemment, on constate combien le manque de droit dans ce domaine est aussi une préoccupation. Et c'est d'ailleurs, je crois, le sens du projet Milamos, dont je pense vous nous reparlerez, qui est actuellement d'ailleurs piloté par vous et par 80 chercheurs, qui essayent de voir quelles seraient les dispositions qui pourraient intégrer le droit international en partant au départ de tout ce qui existe en matière normative, toutes les dispositions qui existent par ailleurs dans des textes ou selon la jurisprudence et qui pourraient être assemblées. Et puis pour discuter, vous la connaissez aussi déjà parce que ça fait 3 ans maintenant qu'elle intervient dans le cycle de nos conférences, elle fait partie du comité de pilotage de la chaire. Elle est une spécialiste française de la dimension spatiale. Elle vient d'ailleurs de conclure sa grande œuvre. Il ne reste plus beaucoup, je vais te dire quand même, c'est presque préhistorique de soutenir des doctorats d'État, puisqu'il n'y en a plus, vous savez que donc tu es un représentant de ceux qui soutiennent cette grande œuvre, le doctorat d'État, qui permet de fusionner ce qui aujourd'hui correspond pour les plus jeunes générations au doctorat et à l'habilitation à diriger les recherches. Isabelle Soubès-Verger, chercheure au CNRS, elle a été directrice du centre Alexandre Coiré. Elle a écrit aussi toute une série d'ouvrages. Un empire très céleste, la Chine et la conquête de l'espace. Le terme était bien choisi. D'ailleurs, on t'avait entendu aussi sur ce sujet dans les conférences de l'année dernière qui étaient plus consacrées à l'Asie. Et puis, chez Armand Collin, l'espace en jeu. Alors, je vous laisse la parole à l'un puis à l'autre. 45 minutes d'abord d'exposé. Ensuite, Isabelle viendra chercher à vous piquer, à vous interroger, à vous poser des questions. Et puis ensuite,
un débat avec la salle. Ram Jacou, vous avez la parole. Et merci encore beaucoup d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir. First of all, Premièrement, toutes mes excuses. Mon français n'est pas assez bon pour pouvoir évoquer quelque chose de sérieux. Mais si vous souhaitez une discussion amicale en français, devrais m'en sortir très bien. Quand j'ai quitté mon pays d'origine, l'Inde, en 72, je suis venu au Canada. Et certaines personnes m'ont dit que j'avais deux choix. Le Canada est un pays bilingue, donc deux choix se présentaient à moi. Soit j'apprenais une langue magnifique, le français, soit j'avais une femme magnifique. Donc, quel choix ai-je fait ? Bon, je me suis dit que je pourrais avoir une femme magnifique qui parlerait une langue magnifique, le français. Voilà. Merci. Premièrement, je souhaite exprimer mes remerciements les plus sincères pour cette invitation. C'est un honneur, c'est un privilège d'avoir été invité à cette conférence. Mon sujet ce soir est le suivant: conflit dans l'espace et état de droit. C'est un sujet assez juridique, mais j'ai organisé ma présentation de telle façon que ceux qui ne soient pas juristes puissent comprendre. Il s'agit plus de savoir comment nous, êtres humains, devrions nous préoccuper ou nous intéresser à ce sujet. Il n'est pas très universitaire, c'est une conférence pratique pour essayer de voir ce que nous, humains sur cette planète, devrions savoir de ce qui se produit autour de nous et ce qui pourrait nous arriver si nous ne faisons pas attention. Cette question est très importante dans les sociétés démocratiques, comme la France ou le Canada, où c'est le peuple qui fait la loi, qui est le roi, le souverain de son pays, parce que c'est lui qui élit ses représentants, donc c'est au peuple d'être informé de ces sujets, des sujets qui vont avoir un effet formidable sur leur propre vie ou celle de leurs enfants. Il est donc important d'être informé de ce qui se passe pour que les gouvernements prennent les bonnes décisions quant à ces nouvelles évolutions. Comme je l'ai dit avant, mon sujet est le suivant: conflit dans l'espace, la guerre spatiale, la guerre dans l'espace, les menaces dans l'espace, et ce que l'on pourrait faire pour maîtriser, voire éviter ces sujets, donc l'état de droit à certains égards. Ce que je souhaite vous présenter, c'est tout d'abord de vous montrer à quel point nous dépendons de l'espace. Nous ne le savons peut-être pas, mais il est très difficile ou il serait très inconfortable de vivre sans l'espace. Sans l'espace, sans le spatial, la vie serait chaotique pour nous. Deuxièmement, la possibilité de conflit dans l'espace augmente avec des conséquences dévastatrices. Il est nécessaire d'éviter des conflits éventuels dans l'espace et de réglementer les activités militaires dans l'espace. Ces activités ne sont pas simplement le fait des États, des gouvernements, mais aussi des acteurs non étatiques qui pourraient être des terroristes. Je vais essayer de décrire des tentatives ratées d'initiatives d'efforts internationaux faits par des États pour contrôler, maîtriser la militarisation ou l'armement de l'espace. Et ensuite, je vais faire une proposition, une étape qui éventuellement pourrait éclaircir le droit pour que les conflits dans l'espace puissent être évités. Pourquoi devons-nous éviter ces conflits ? Eh bien, pour nous assurer de pouvoir continuer de bénéficier de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Et puis,
il s'agit aussi de maintenir et préserver la paix et la sécurité internationale. Commençons par le spatial. Le spatial est maintenant complètement intégré dans nos vies quotidiennes. Nous dépendons du spatial, les satellites pour la télécommunication, l'Internet, les transactions financières, vous le savez peut-être. Il y a des milliers de milliards de dollars qui sont échangés chaque jour et cela pourrait être interrompu en cas de destruction d'un satellite. Et puis les voyages, les avions, les trains, les bateaux et même les voitures dépendent des services de navigation fournis par le GPS américain ou bien par le Galileo européen ou bien par le GLONASS russe. Les applications spatiales se sont avérées essentielles pour apporter des informations météorologiques, pour la prévision de la météo, la surveillance des cultures, pour atténuer et organiser les secours pendant les catastrophes, et puis l'économie mondiale du spatial, toutes les activités spatiales ont connu une croissance de 9% entre 2009 et 2014. Cela représente environ 330 milliards de dollars pour l'ensemble du secteur et le taux de croissance est d'environ 7,6%, ce qui est une assez bonne activité économique. Du point de vue militaire, la dépendance aux technologies spatiales est à deux écarts parce que les applications militaires dépendent fortement des technologies spatiales lorsque l'on mène des guerres sur Terre, mais aussi il y a la possibilité que les satellites deviennent des cibles pendant un conflit. Il faut donc les protéger. Voilà les deux raisons pour lesquelles le spatial est important pour les activités militaires. Étant donné l'augmentation du nombre d'acteurs étatiques et non étatiques qui s'impliquent dans l'espace, il y a de plus en plus de préoccupations quant au risque de conflits dans l'espace extra-atmosphérique. Un panorama, un aperçu récent d'un quotidien aux États-Unis nous montre qu'il n'est pas difficile de comprendre la menace et l'urgence qui existent vu la possibilité d'éclatement d'un conflit dans l'espace. Voilà simplement certains grands titres. Une guerre dans l'espace est peut-être plus proche que jamais. Deuxième gros titre, l'armée américaine se prépare pour la guerre dans l'espace. Troisièmement, le Pentagone, donc le siège des forces armées américaines, se précipite pour ouvrir un centre de guerre spatiale pour contrer la Russie et la Chine. Ensuite, peut-être bientôt une guerre dans l'espace. Et enfin, quand on parle de guerre dans l'espace, les États-Unis ont un avantage. Il y a le X-37B, qui est une sorte de navette spatiale qui pourrait être une façon clandestine de militariser l'espace, etc., etc. Et puis, dans une étude de 2014, le ministère de la Défense britannique en concluait que les terroristes ou d'autres organisations criminelles avec de mauvaises intentions pourraient acquérir leurs propres satellites, ce qui pourrait les rendre plus conscients des vulnérabilités sécuritaires des autres, avec aussi des inquiétudes concernant la vie privée. John Hayton de l'armée de l'air américaine a été récemment cité. Il disait que on en revenait à la Deuxième Guerre mondiale ou bien même à la période de la révolution industrielle sans le spatial. Même si on ne peut pas vraiment vérifier de façon indépendante ces assertions, ou certaines du même calibre, on voit que la possibilité de conflit dans l'espace augmente. La population n'en est grandement pas consciente, et même si cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur le système spatial de toutes les nations et pour la vie même sur Terre. Une journée sans satellite serait éminemment chaotique et la vie quotidienne
de la population, votre vie, ma vie, serait rendue très difficile, surtout dans les pays développés, parce que nous dépendons fortement des satellites. Aussi, des conflits, pour éviter des conflits potentiellement dévastateurs et réglementer les activités spatiales des acteurs étatiques et non étatiques, il faut éclaircir le droit qui s'applique à ces activités. Cela s'applique surtout aux règles concernant la prohibition de l'usage de la force et le droit humanitaire international applicable. Selon le professeur Berry Kalman, actuellement, l'espace est un vrai désordre. C'est un désordre physique, à savoir que les débris mettent en danger les satellites et les autres systèmes orbitaux dont dépend l'humanité pour presque tous les aspects de la vie moderne. Et c'est aussi un désordre juridique, à savoir que le droit qui régimente les activités humaines dans l'espace est une sorte de patchwork qui n'offre que peu d'orientation concernant l'organisation des activités humaines dans l'espace. Ce désordre ne fera qu'empirer si l'on ne le réglemente pas. Fin de la citation. Ce qui est surtout important, c'est qu'il n'y a pas d'accords ou de traités internationaux contraignants qui traitent de la question du conflit dans l'espace. La probabilité d'adoption d'un tel accord international, même s'il n'était pas contraignant, par exemple un instrument de soft law, dans un avenir proche, est très faible. Nous pensons qu'il faut inventer des moyens innovants dans ce domaine. L'un de ces moyens serait le développement d'un manuel concernant le droit international applicable aux utilisations militaires de l'espace extra-atmosphérique, le MILAMOS en anglais. J'y reviendrai tout à l'heure. Regardons maintenant le droit tel qu'il est actuellement. Généralement parlant, on pense que des corpus législatifs s'appliquent, comme le droit international général, celui qui prohibe l'usage de la force, le droit qui traite des conflits concernant les questions humanitaires, le droit environnemental, le droit international humanitaire, des télécommunications, et aussi le traité interdisant le test d'armement dans l'espace. Mais il se pose quand même encore une question. Quelles normes, quelles règles, quels règlements pourraient s'appliquer à l'espace, surtout en période de conflit spatial? Il pourrait être possible d'identifier certaines règles venant d'une large palette de sujets. Par exemple, le protocole complémentaire des conventions de Genève dit qu'on pourrait s'attendre à ce que des méthodes de conflit pourraient qui peuvent provoquer des dégâts durables à l'environnement sont prohibés. On ne peut pas utiliser les moyens qui pourraient provoquer des dégâts graves, durables et généralisés. Mais la question est de savoir si les dégâts ou si l'espace est un tel domaine. Si tel était le cas, ce serait interdit. Y a-t-il un gouvernement qui pense cela? La réponse est non. Et donc il y a une lacune dans même la compréhension, l'interprétation du droit qui est applicable ou pas. Deuxièmement, pendant la guerre, selon le droit international actuel, pendant la guerre, seuls les objets de nature militaire peuvent être détruits. Mais dans le cas du spatial, les satellites sont utilisés pour des applications civiles, commerciales, humanitaires et militaires. Un même satellite peut apporter des services humanitaires, commerciaux ou même militaires en même temps. Donc comment distinguer tout cela quand c'est un seul objet qui n'est pas purement militaire?
Sur Terre, c'est faisable, mais dans l'espace, c'est extrêmement difficile de le faire. Mais là encore, il ne règne aucun consensus. Les États ne font pas le distinguo, donc la question est de savoir s'il y avait une guerre, tout satellite qui offre des services humanitaires aux réfugiés, par exemple, pourrait aussi être endommagé, voire détruit. Ou bien un satellite de télévision ou télédiffusion pourrait aussi être détruit parce qu'un répéteur peut être aussi utilisé à des fins militaires. Il est donc difficile de distinguer un objet spatial qui peut remplir des fonctions civiles, humanitaires ou en même temps militaires. Et puis, selon la charte de l'ONU, les États ont le droit à l'autodéfense. On ne peut que se défendre en cas d'attaque. Si l'on est attaqué par quelqu'un qui utilise une arme, on a un droit à la légitime défense, voilà. Et il n'y a pas à tortiller, mais dans le cas des satellites, la dégradation des signaux, des radiofréquences, est-ce que ce serait vu comme une attaque ? Là encore, la réponse n'est pas vraiment tranchée. On peut détruire un satellite avec un laser ou bien avec de l'électronique sans détruire le satellite. Et on ne fait que le mettre hors service. Et est-ce que le laser est pour autant une arme ? Ça n'est pas clair. Et personne ne fait des efforts. Là, je veux dire les États. Personne ne s'efforce d'éclaircir ces questions. Donc les possibilités restent ouvertes. Quel est le degré d'urgence de ce projet ? Avec quelle urgence faudrait-il s'y pencher ? Et comment peut-on résoudre les problèmes dont je viens de vous donner des exemples simples ? Il y aurait 500 cas différents qu'étudient mes collègues et moi-même. C'est simplement un aperçu de toute la complexité ou de la confusion qui règne actuellement dans le droit. Il y a deux grandes approches pour résoudre ce problème ou pour combler cette lacune. Ces approches sont en concurrence. Elles ne sont pas... on ne peut pas les concilier, elles sont contradictoires. Il y a une école de pensée qu'on appelle l'espace sanctuaire, qui considère qu'il est nécessaire de s'assurer que l'espace reste exempt d'armement et que toute utilisation militaire doit être entièrement passive, pas offensive. Donc on peut utiliser l'espace à des fins militaires, mais passivement, pas offensivement, sans détruire quoi que ce soit. Ça, c'est une école de pensée. Donc l'espace est un sanctuaire. Il faut protéger ce sanctuaire. L'autre école, qui traite de la dominance spatiale ou du contrôle de l'espace, dit que de plus en plus d'états spatiaux peuvent souligner la vulnérabilité de ces objets spatiaux. Donc cette école pense qu'il faut de plus en plus de militarisation unilatérale de l'espace. Et ces activités militaires, selon cette école, pourraient aussi être offensives et agressives. Ça veut dire que vous utilisez vos propres moyens pour détruire les satellites de vos adversaires. Mais on sait ce qui se passe. Si un satellite est détruit dans l'espace, cela crée encore plus de débris spatial. Et ces débris continuent de tourner autour de la Terre. Et s'ils sont assez proches de la Terre, environ 200 km d'altitude, ils peuvent retomber en l'espace de 20-25 ans. Mais si les débris sont à 800 ou 1000 km, là, cela prendra 3, 4, 500 ans pour qu'ils retombent. Et si ce sont de petits morceaux, on ne peut pas les faire retomber. Il n'y a pas d'aspirateur que l'on peut faire passer dans l'espace. Et ce sont des petits morceaux très dangereux parce qu'ils se déplacent à plus de 75 000 km/h. C'est 8 fois la vitesse d'une balle de fusil. Voilà ce qui se passerait si jamais l'on devait détruire un satellite dans l'espace. Ce sont les données empiriques que l'on voit. Les Chinois ont détruit leur propre satellite en 2007. Et il y a eu des milliers de débris qui font encore le tour de la Terre et qui le feront pendant l'éternité. Voilà le danger que nous n'avons pas prévu en tant qu'institution sur Terre.
le traité de l'espace extra-atmosphérique, qui est la pièce numéro 1 de la législation internationale, parle de l'espace, des utilisations militaires et civiles que l'on peut en faire, mais il y a de nombreuses lacunes. Le traité lui-même n'interdit pas les utilisations militaires de l'espace, donc on peut utiliser l'espace à des fins militaires. Il n'interdit pas non plus des systèmes de bombardement orbitaux, par exemple les ICBM, les missiles balistiques. On peut envoyer des armes d'un État à un autre par le biais de l'orbite. Et on n'interdit pas non plus les armes anti-satellites. On peut aller tuer un satellite, pour ainsi dire, ça n'est pas interdit. Et c'est cela qu'ont fait les Chinois, et c'est ce qu'ont fait aussi les Russes et les Américains. Et c'est pour cela que certains autres pays prévoient de développer leurs propres armes anti-satellites parce qu'elles ne sont pas interdites. Elles ne sont pas interdites parce que les États ne l'ont pas voulu. Ça n'est pas la faute du traité. Le traité est le résultat du désir des États. Et puis, les systèmes de défense antimissiles balistiques ne sont pas non plus interdits. Ça veut dire que la militarisation et l'armement possible de l'espace continuent sans aucun contrôle ni réserve. En 2011, la stratégie spatiale et sécuritaire des États-Unis dit que l'espace est de plus en plus encombré avec des débris des satellites, et de plus en plus contesté parce que tout le monde veut l'utiliser, et de plus en plus compétitif. L'espace, qui selon nous est gigantesque, c'est une vue complètement erronée. L'espace a l'air gigantesque, mais il est assez limité. Il est limité, mais au-delà de notre imagination, parce que des morceaux, des débris, ou bien des satellites entrent en collision pour créer encore plus de débris. Un satellite Iridium américain a été détruit par un débris, par un autre. Et premièrement, le premier petit satellite équatorien qui faisait à peu près la taille d'un tiers de cette table a été détruit par des débris également. Et donc, on voit, c'est comme une aiguille qui entre en collision avec une autre aiguille dans l'espace à la vitesse de 75 000 km. C'est petit, ça n'est pas gigantesque. Et il s'agit de protéger les orbites, celles qu'on utilise actuellement, en dessous de 36 000 km. L'espace n'est pas gigantesque, loin s'en faut. Selon une étude récente préparée par la commission d'études de sécurité Chine-Amérique, la Chine estime que l'espace est habitable. En tout cas, c'est la position chinoise. Un document russe présenté aux Nations Unies dit, quant à lui, que la guerre de l'espace aura lieu, et cette position russe vient du fait que les États ne souhaitent pas faire régner un État de droit dans l'espace. Alors, tout ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une logique, un besoin de préciser les choses, et en tout cas de définir la loi telle qu'elle existe déjà, et surtout de l'approfondir. Alors, on peut voir ce que certains pays ont fait pour interdire l'usage de la force dans l'espace, ou en tout cas de le maîtriser. Les Nations Unies constituent l'instance principale. Alors, depuis les années 80, qu'est-ce qui s'est passé? L'Assemblée générale des Nations Unies a promulgué un certain nombre de résolutions intitulées « La prévention de la course aux armements dans l'espace », et cette résolution invite tous les États, et notamment les États ayant une capacité balistique, à participer activement à la construction d'un espace à usage pacifique, et à empêcher la course aux armements dans l'espace
extra-atmosphérique. C'est le genre de résolutions qui ont été donc promulguées année après année par l'Assemblée générale des Nations unies. En 2015, cette résolution a été adoptée par quelques 178 États en faveur donc, de cette résolution. Il n'y a pas eu aucun État à voter contre cette proposition, mais il y avait quand même 3 abstentions. Ces 3 abstentions étaient celles d'Israël, des États-Unis et de Palau. Les États-Unis, jusqu'à présent, c'était soit abstenus ou voté contre ces résolutions. Alors, c'est quand même, c'est une résolution qui n'a pas de valeur contraignante. Mais même devant cela, on peut se dire que, évidemment, de toute façon, ces résolutions n'auront aucune incidence quant à la maîtrise de l'espace. La conférence sur le désarmement constitue la principale organisation destinée à dire le droit, ou en tout cas à définir les lois régissant l'usage de l'espace, mais cette conférence reste dans l'impasse, elle n'a rien produit parce que les États, là encore, ne sont pas convenus de la façon de s'y prendre, enfin sur le plan de la procédure. Ils n'ont pas réussi à définir les règles du jeu. En 2015, les Russes et les Chinois ont présenté ensemble un traité, une convention qui est un projet de convention sur la prévention du placement d'objets dans l'espace. Et dans ce projet de traité, il était question d'interdire la mise en satellite ou dans l'espace, donc, de toute arme, quelle qu'elle soit. Alors, ce projet de traité, si tant est qu'il était adopté à propos, il ne sera être adopté ainsi. Mais enfin, ce traité permettra, par contre, aux États de se servir de l'espace à des fins donc de légitime défense. Mais la Convention ne prévoit rien du tout pour ce qui est de la surveillance, de la vérification. Et pourtant, ce projet de traité a été critiqué essentiellement par les États-Unis. Les États-Unis... il y a d'autres critiques contre ce projet de traité, des contre-propositions, contre ce traité, mais il n'y a pas de contre-proposition. C'est-à-dire, autrement dit, les pays n'aiment pas ce traité proposé par la Chine et la Russie, mais personne d'autre n'a proposé ou n'a fait de contre-proposition pour empêcher l'armement ou la militarisation de l'espace. En 2011, le secrétaire général des Nations Unies a créé un groupe de travail de 11 experts indépendants chargés d'étudier cette question, donc de la militarisation de l'espace. Et ce groupe d'experts a constaté qu'il y avait un besoin urgent à éviter la guerre de l'espace, la guerre des étoiles, et a préconisé un certain nombre de recommandations qui n'ont aucune valeur contraignante, aucune valeur juridique, et qui, pour la plupart, sont en train de prendre la poussière dans les tiroirs, et là encore, rien n'a été fait. Et puis, en 2014, une résolution a été à nouveau adoptée par l'Assemblée générale sur les mécanismes de transparence et de confiance. Et là encore, cette résolution a été adoptée à l'unanimité. Il a été convenu donc que 2 comités des Nations Unies se réuniraient au niveau politique et au niveau des techniques donc de sécurité. Alors c'était des comités qui ne s'étaient jamais réunis et l'idée c'était de faire réunir les commissions techniques, enfin les commissions de sécurité et les commissions politiques pour parler de cette question. Alors ces commissions se sont rencontrées l'année dernière plutôt. Il y a eu des déclarations tout à fait intéressantes, mais pour autant les positions étaient divergentes. Et ainsi qu'on pouvait s'y prévoir, il n'y a eu aucun aucune grande conclusion pour arriver à une solution. Enfin, ces comités se sont réunis pour une demi-journée sans arriver à des conclusions. Ce n'est pas tellement la faute des comités en question ou des Nations Unies en soi. Ce sont les États qui ne souhaitent pas ou qui n'essayent même pas de se mettre d'accord. Toujours en 2014, une nouvelle résolution a été adoptée à l'initiative, cette fois-ci, de la Russie. Alors, les gouvernements donc, ont fait leur déclaration, disons que chacun devrait s'abstenir à positionner des armes dans l'espace ou d'être les premiers à avoir un premier usage ou premier recours à la mise en satellite
de moyens militaires. Mais il y a un grand nombre de pays, surtout en développement, qui se sont abstenus par rapport à cette résolution. Il y a même certains pays qui ont voté contre. Comme quoi, on se dit, enfin, on s'est demandé, mais pourquoi ferais-je une déclaration dans ce sens, puisque justement ça pourrait m'arranger de placer des moyens militaires dans l'espace. L'Union européenne, de son côté, a défini son propre code de conduite dans l'espace extra-atmosphérique, une conférence, enfin des négociations multilatérales ont eu lieu justement à New York pour cette histoire de gestion de l'espace. Et donc cette réunion a été convoquée à Nations Unies, mais pas dans le cadre des Nations Unies. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que le siège, les locaux des Nations Unies ont été utilisés, ont été empruntés en quelque sorte, mais ceci n'avait pour autant aucun rapport, disons, juridique avec les Nations Unies. Il se trouve que moi j'étais là. Le premier jour, rien ne s'est fait du tout. Et puis, en fin de journée, le président de séance, quelqu'un de très, très compétent, un Italien, d'ailleurs un excellent ami à moi par ailleurs, a été obligé de constater que les négociations, dès la fin du premier jour, étaient tombées dans l'impasse. Alors, une journée entière a été passée à discuter, les autres jours aussi d'ailleurs, mais enfin les négociations se sont terminées sans autre forme de procès. Et, pour citer mon ami, sur la base de l'importance des négociations et par rapport aux principes d'ouverture, de transparence, d'universalité et autres, la meilleure façon de s'y prendre serait de mener des négociations dans le cadre des Nations Unies et sous mandat de l'Assemblée générale. Autrement dit, si les négociations se mènent dans les locaux des Nations Unies, ça devrait être sous l'égide des Nations Unies qu'elles devraient se dérouler. Bon, rien de la sorte ne s'est produit. Alors, ces tentatives, et puis il y en a d'autres, enfin, d'autres initiatives que je ne vais pas vous répéter. Enfin, elles sont peut-être pavées de bonnes intentions, mais elles n'aboutissent à rien du tout. Alors maintenant, si tant est qu'une résolution, une déclaration était adoptée, de toute façon, elle ne serait d'aucun effet. Alors, on se heurte à ce problème. C'est-à-dire qu'il y a un véritable vide juridique qui pourrait aboutir à des interprétations divergentes du droit et des actions unilatérales qui n'auront pour effet que de battre en brèche la notion même d'état de droit. Évidemment, les actions individuelles ne sauraient définir le droit. C'est l'état de droit qui doit s'appliquer, aussi bien au niveau national qu'international. Mais là, sur le plan international, rien n'est fait. En tout cas, tout ce qui pourrait toucher, qui pourrait ressembler à un état de droit est entièrement balayé. Alors, la question se pose de la légalité et de la portée d'un code de conduite qui définirait les règles applicables en période ou en situation de conflit. Mais en fait, d'abord, à qui appartiendrait le privilège de définir ou de prendre l'initiative de la loi? On se dirait, bon, c'est les Nations Unies, mais les Nations Unies n'ont pas recours à cette prérogative qui est pourtant la leur. Les pays qui se rencontrent, enfin les pays qui travaillent sur l'exploration scientifique et pacifique de l'espace n'en parlent pas. La conférence du désarmement, qui est pourtant elle aussi habilitée à parler de sa question de la militarisation de l'espace, n'a pas mandat de le faire. Et donc là encore, cette instance ne fait rien. Et dans un scénario où rien ne se fait, on pourrait très bien imaginer, et d'ailleurs c'est le cas d'ailleurs, que les interprétations unilatérales s'enchaînent. Les propositions chinoises et russes de propositions de traité n'ont pas trouvé de contre-propositions, c'est-à-dire que les pays n'aiment pas ces propositions mais n'en font pas d'autres. Donc là encore, on est dans l'impasse. Alors, on pourrait imaginer que des conférences internationales puissent se tenir en dehors du cadre des Nations Unies, mais là encore, les traités d'interdiction partielle
qui concernait justement les armes nucléaires dans l'espace ont abouti à des résultats il y avait en 1963 déjà. D'ailleurs, c'est un traité qui a été couronné de succès. Hein. C'est-à-dire qu'on interdit les essais d'armes nucléaires ou de dispositifs nucléaires dans l'atmosphère et dans l'espace. Je crois que 163 pays ont signé, ont adhéré, et d'ailleurs aucun essai nucléaire n'a eu lieu dans l'espace depuis cette date. Donc là, c'est quand même un résultat, enfin un exemple concluant de l'état de droit qui se manifeste, hein, l'autorité de la loi qui est respectée. Mais en l'occurrence, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que personne ne souhaite convoquer de telles conférences, aucun pays ne souhaite appeler les autres à se mettre d'accord là-dessus. Pourquoi ? Parce que l'absence de progrès n'est pas due à l'absence d'enceinte qui le permettrait, ou encore d'idées qui fassent défaut. Non, ce qui pose problème, c'est l'absence de volonté politique. D'abord de la part des grandes puissances, disons, spatiales, puisque la présence de règles régissant la conduite des puissances spatiales dans le cadre ou d'une situation de conflit, et qui aboutirait à des règles pourtant paraîtraient nécessaires, paraîtraient même urgents, mais il semblerait que quand on cherche des solutions, personne ne trouve rien. C'est la raison pour laquelle mon propre groupe travaille en dehors du cadre des Nations Unies ou même des conférences internationales qui ont été convoquées sans grand succès. Ce que nous faisons au niveau indépendant, enfin, on voit ce que nous pouvons faire, ce que les pays et les organisations peuvent faire. Alors, mon institut, qui est le Centre pour la loi sur l'air et l'espace, a convoqué une table ronde pour voir dans quelle mesure un manuel du droit international applicable à l'usage militaire de l'espace, un manuel Mélanos, on l'appelait ainsi, ce serait son acronyme, qui pourrait être mené conjointement par l'université d'Adélaïde et d'autres institutions. Donc, ce manuel, qui s'appellerait donc le Mélanos, proposerait de compléter les autres manuels, parce qu'il y en a qui existent déjà, hein, qui s'intéressent qui compléterait celui sur les situations de conflit en haute mer, ou les situations de conflit faisant intervenir des missiles balistiques. Et puis, il y a d'ailleurs un nouveau manuel qui s'intéresse à la situation dans le cyberespace. Donc là, dans l'espace, on couvrira finalement tous les autres aspects qui ne sont pas couverts par les autres manuels, ou en tout cas par les autres dispositifs. Alors on va se dire, c'est bien gentil de faire des manuels, mais à quoi servent-ils ? Eh bien, ils servent quand même à quelque chose. Cela permet à des experts indépendants du monde entier à proposer des idées sur le sens du droit sans que cette interprétation ne relève d'une affiliation politique quelconque. Vous avez affaire à des experts juridiques, des juristes qui connaissent leur affaire. Normalement, ces propositions sont neutres. Enfin, je dirais, par exemple, évidemment, si vous avez un juriste qui vient du ministère de la Défense d'un pays, il va préconiser les politiques de son pays. Là, on dit, voilà, voici ce que dit le droit, voici ce que sont les vides juridiques, et au moins là, vous aurez des juristes professionnels qui définiront un état des lieux, en quelque sorte, et cette présentation, enfin, lorsqu'on met les cartes sur la table, au moins, on met les pays devant les faits, devant leurs responsabilités. Alors, à voir si ces pays vont les prendre, ces responsabilités, mais enfin, au moins, en mettant les choses noir sur blanc, il y aurait quand même peut-être un début d'espoir, puisque jusqu'à présent, rien n'est fait. Alors, en conclusion par rapport à tout ça, l'espace est devenu, disons, partie intégrante de nos vies quotidiennes. Le potentiel d'un conflit dans l'espace ne fait que s'accroître, conflit qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour tous les États et sur la vie de tous les peuples, et notamment dans les pays en développement. Alors, il est particulièrement clair que dans l'avenir plus ou moins immédiat, la mise en place de traités contraignants ou même de bonnes résolutions ne semble pas pouvoir se réaliser. Et puis, en même temps, la prolifération
puissance spatiale, même s'ils ne sont pas des acteurs militaires en tant que tels, en soi est une source potentielle de conflit. Alors, ce que nous espérons, si tant est que nous arrivons à produire ce manuel, on peut espérer donc que ce manuel aura une incidence sur la conduite des États avant d'avoir recours, avant que ceux-ci n'aient recours à la force militaire. Ils se raviseront peut-être parce qu'ils constateront ce qu'est l'état actuel du droit. Mais enfin, dans cette mesure, on se dit que quelque chose peut être fait, doit être fait. Ce que nous espérons, alors là, c'est une démarche ici académique, mais c'est quand même ce qui finalement est de plus positif, parce qu'il y a des gens qui sont attachés aux forces armées de leur pays, en tout cas qui ont une expérience de la défense et qui connaissent les dossiers, et des moyens ont été consentis aussi bien à l'université d'Adélaïde et d'autres centres qui travaillent de manière entièrement indépendante et qui ne sont pas, si vous voulez, à la solde de tel ou tel gouvernement. Et on peut espérer qu'ainsi, on pourrait quand même franchir cette dernière frontière juridique et éviter ainsi une guerre de destruction qui débuterait dans l'espace. Alors, ça n'est pas tant pour nous à l'immédiat, mais certainement pour nos enfants et nos petits-enfants. Ce nouveau théâtre militaire qu'est l'espace reste d'actualité pour tout le monde. Je vous remercie de votre attention.